Virgile, on t'écoute en fait. Bonjour à tous, Virgile Briand, je suis interne en 4e semestre d'anesthésie. Je vais vous parler d'un sujet assez vaste, c'est la prévention des lésions post-opératoires chez le sujet âgé, en prenant particulièrement l'exemple de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Alors, pour commencer, quelques définitions. D'abord, le délirium post-opératoire, ou on appelle plus communément le syndrome confusionnel, c'est l'apparition aiguë d'une dysfonction cognitive associée à des troubles de l'attention. Et tous les caractères en gras sont les caractères qui sont vraiment obligatoires pour la définition. Récemment, il y a une mise à jour de la nomenclature qui a été publiée, qui précise notamment plus précisément le caractère temporel de ces différents troubles. Donc on a le délirium post-opératoire qui survient de la chirurgie jusqu'aux 7 premiers jours. Entre J7 et J30, on parle de récupération neurocognitive retardée. Et après 30 jours, on parlera de troubles neurocognitifs post-opératoires. Donc là, cette présentation va s'intéresser surtout à la prévention du délirium post-opératoire qui survient dans les 7 premiers jours après la chirurgie. Donc un peu de physiopathologie, comment on explique aujourd'hui la survenue du délirium post-opératoire? L'hypothèse la plus vraisemblable aujourd'hui, c'est celle de la neuroinflammation. Il y a d'abord une inflammation au niveau local de la chirurgie qui libère des DAMS, des Danger Associated Molecule Patterns. Ici, c'est une étude qui s'intéressait plus particulièrement à HMGB1, qui est en fait une protéine nucléaire, quand elle est en extracellulaire, va venir activer les cellules limitées innées, qui ensuite, par la voie NF-κB, va libérer du TNF-alpha de l'IL1, de l'IL6. Et cette inflammation systémique va conduire notamment à une altération de la barrière hématocéphalique, puis une neuroinflammation néocérébrale. C'est cette neuroinflammation qui altère la plasticité cérébrale et qui altère la récupération cognitive en post-opératoire. L'épidémiologie, c'est une épidémiologie qui est assez compliquée parce que le délirium pose surtout un problème de diagnostic, on l'a un peu vu la semaine dernière. On voit que sur des études rétrospectives sans outils diagnostiques validés, on a des incidences qui sont assez faibles, inférieures à 5%. Sur des études prospectives avec des outils validés, on peut monter à des incidences jusqu'à 40-45%. En fait, ces incidences sont maximales pour les chirurgies cardiaques, vasculaires et orthopédiques. Et en fait, on explique cette différence entre les études rétrospectives et prospectives surtout par les différentes formes cliniques, avec une prévalence beaucoup plus importante des formes hypoactives, c'est-à-dire des formes où le patient il va se retrouver prostré, contrairement à des formes qu'on connaît plus souvent de la confusion où le patient il va être plutôt agité. Donc là, je vous ai mis quelques outils qui sont validés pour faire le diagnostic du coup de délirium. Donc il y a le CAM, qui est un formulaire sur plusieurs pages qui reprend les différents critères diagnostiques. Le CAM-ICU, qui est plus court, qui a l'avantage de se faire chez le patient qui ne communique pas verbalement, ou d'autres tests comme le Assessment Test for Delirium and Cognitive Impairment, qui est aussi validé, qui est plus court que le CAM pour diagnostiquer le délirium. Bien sûr, le délirium pose évidemment un problème de santé publique parce qu'il rallonge la durée d'hospitalisation, il a une mortalité qui lui est propre et en fait il y a surtout une continuité entre les déliriums et le déclin cognitif chez les personnes âgées. Les études rétrospectives nous permettent d'identifier différents facteurs de risque. On compte parmi ces facteurs de risque tous les facteurs liés au terrain, les facteurs prédisposants qui sont les deux principaux que je vous ai mis en gras au début, l'âge et les troubles cognitifs préexistants. On peut en citer d'autres comme les comorbidités sévères ou une fragilité. Et ensuite, on a les facteurs précipitants qu'il faut distinguer. On cite notamment la douleur très présente en post-opératoire. Bien sûr, chacun de ces facteurs précipitants peut avoir une étiologie qui est propre, donc il convient bien de pouvoir rechercher une étiologie et éventuellement de traiter cette étiologie qui permettrait de traiter le délirium. Je voulais juste revenir un peu sur cette image, une image que les gériatres connaissent bien, pour introduire la notion de réserve fonctionnelle. Donc là, vous avez en ordonnée la capacité fonctionnelle d'un organe et en abscisse le temps qui passe en année. Et en rouge, le seuil d'insuffisance d'organe. Je pense qu'il faut vraiment considérer le délirium post-opératoire comme une insuffisance aiguë d'un organe liée à une agression. Donc, on voit en 1 les patients qui sont plutôt en forme, qui ont un régissement normal d'un organe, qui vont avoir une diminution de cette réserve, cette capacité fonctionnelle, mais sans atteindre le seuil d'insuffisance d'organe. En 2, c'est nos malades qui ont plutôt des troubles cognitifs, qui vont avoir un déclin d'une capacité fonctionnelle plus rapide. Et en fait, en 3, ça va être nous, notre intervention chirurgicale qui va créer une agression aiguë et qui peut faire basculer le fonctionnement d'un organe normal vers le seuil d'insuffisance aiguë. Et donc nous, on va vraiment s'intéresser à comment on peut atténuer du coup cette courbe et sans le faire basculer du côté délirium. Donc pour ce faire, je vais vous prendre un petit exemple clinique.
On parlait de Monsieur P, 84 ans, qui a un antécédent d'hypertension artérielle, sous IEC, un diabète de type 2 sous metformine, un IMC à 32, il est retraité, il est partiellement autonome, il vit au domicile avec sa femme, il fait ses courses, il marche quand même avec une canne, il a besoin d'aide ménagère une fois par semaine. Malheureusement, il chute sur le trottoir, en glissant, il est transporté aux urgences, et devant l'impossibilité de se relever avec une impotence fonctionnelle, ils font un bilan radiologique, ils trouvent une fracture perte entérienne à droite. Donc, en préopératoire, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les recommandations nous disent d'abord repérer les patients qui vont être le plus à risque. Donc, avec l'évaluation de la fragilité, là je vous ai mis à droite un score d'évaluation clinique. Ce qui est dans le cas de la fracture d'extrémité supérieure du fémur, il faut savoir qu'en soi, c'est une pathologie qui a un marqueur de fragilité, donc ces patients rentrent directement dans la case de patients fragiles. Il faudra, dans l'idéal, dépister les troubles des fonctions cognitives. Donc là, je vous ai mis le 6-item cognitive test, qui est une version raccourcie du MMSE qui ne permet pas forcément de répondre précisément sur la gravité des troubles cognitifs, mais qui permet de répondre oui, non, et s'il y a des troubles cognitifs. Pour réaliser une optimisation des traitements médicamenteux et réaliser un bilan nutritionnel, même si dans le cadre de la fracture du col du fémur, on ne pourra pas forcément corriger ça en préopératoire, mais on pourra le corriger en post-opératoire. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive, je vous ai mis les plus importants des recommandations. Toujours en préopératoire, on sort un petit peu de notre cadre, je vais vous parler de l'optimisation de la réserve cognitive. C'est une idée intéressante de se dire, est-ce que le cerveau, comme d'autres organes, on peut augmenter sa réserve cognitive pour éviter de le faire basculer vers un seuil d'insuffisance? Selon cette étude, la réponse serait plus vraisemblablement oui. C'est un essai randomisé qui incluait 218 patients pour un pontage de chirurgie cardiaque, avec un groupe international où il faisait 1 heure d'entraînement par jour sur une application d'entraînement cognitif, en comparaison à un prise en charge standard. Et il y avait un vrai bénéfice protecteur de cet entraînement cognitif, avec moins de délirium en post-opératoire. Donc voilà, c'est cette idée. On ne pourra pas forcément mettre en place dans notre chirurgie, mais pour les patients gériatriques, l'idée que, en fait, finalement, le cerveau, ça s'entraîne et on peut améliorer sa capacité fonctionnelle. En préopératoire, maintenant, si on s'intéresse un peu plus précisément, quelle anesthésie peut-on choisir pour diminuer le délirium? Là, c'est une étude qui comparait la rachianesthésie à l'anesthésie générale, une étude randomisée avec un peu plus de 900 patients, avec un groupe âgé avec un soutien inhalatoire ou intraveineux, et un groupe rachianesthésie sans sédation associée, avec un critère de jugement qui était le délirium dans les 3 premiers jours. Et cette étude était non significative, n'avait pas à conclure en faveur d'une ou de l'autre technique d'anesthésie pour prévenir le délirium. C'est des données qui sont plutôt en accord avec la dernière grande méta-analyse du sujet qui était 2019 de la Cochrane, qui non plus n'avait pas à conclure en faveur de l'une ou de l'autre des techniques d'anesthésie pour prévenir le délirium. En préopératoire, si on se faisait une AG, quel entretien choisir? Est-ce qu'un entretien inhalatoire fait mieux qu'un entretien intraveineux? Cette méta-analyse qui regroupe 28 essais, 4500 patients, non plus ne permet pas de conclure d'un effet bénéfique de l'une ou de l'autre des techniques pour la prévention du délirium post-opératoire. Est-ce qu'une sédation en association de la rachianesthésie pourrait prévenir le délirium? Ça, c'est une étude coréenne qui est assez intéressante, qui n'est peut-être pas forcément nos pratiques habituelles. C'est des patients de chirurgie membre inférieur en urgence, donc des fractures, c'était 70% de fractures du fémur dans cette étude, 732 patients qui étaient randomisés, en plus de la rachianesthésie, soit un groupe propofol évoque, soit un groupe dexméthomidine. Il y a un critère de survenue de délirium dans les 3 premiers jours. Et cette étude permettait de conclure avec un effet protecteur, plutôt protecteur de l'exméthomidine, sur la survenue de délirium. Ça, c'est des données qui sont plutôt retrouvées dans d'autres domaines gériatrie, dans l'anesthésie, où en fait la dexméthomidine est également retrouvée comme facteur protecteur du délirium. On l'expliquerait plutôt par un effet sur le système nerveux autonome. En préopératoire, est-ce que la profondeur d'anesthésie change quelque chose? La réponse selon cette étude est plutôt non. Donc là, c'était encore des chirurgies de fracture d'extrémité supérieure du fémur sous rachianesthésie avec une sédation par propofol, soit une sédation profonde ou une sédation légère. Et cette étude n'avait pas non plus réussi à conclure sur un bénéfice de l'une ou de l'autre des types de sédation. À noter juste que dans cette étude, le critère de jugement principal était négatif, mais il y avait peut-être un effet en sous-groupe parmi les patients qui avaient peu de comorbidité, peut-être un effet quand même protecteur de la sédation légère. Toujours en prise en charge préopératoire, toujours un peu sur la profondeur de l'anesthésie, le monitorage de l'anesthésie. Est-ce que le G pourrait nous aider? Ça, c'est une étude allemande qui est assez intéressante, qui est plutôt novatrice, c'est encore des choses qui sont exploratoires. Ils ont inclus 151 patients gériatriques pour des chirurgies sous anesthésie générale,
Et ensuite, il est suivi dans le temps et regardait s'il faisait un épisode de délirium. Sur 151 patients, ils en avaient 50, un tiers qui a présenté un délirium post-opératoire. Et ils ont comparé ces EEG aux EEG des patients qui n'avaient pas fait de délirium. Et ils s'étaient rendu compte que sur les EEG, dès 1 minute après l'induction d'anesthésie et 2 minutes après l'induction d'anesthésie, il y avait déjà une modification de l'EEG avec une baisse de puissance dans les bandes alpha et bêta. Et ces genres d'outils pourraient nous aider pour dépister les patients qui sont plus à délirium de manière plus précoce, pour pouvoir les suivre de manière plus ciblée. Finalement, la prise en charge hémodynamique, est-ce que ça peut nous aider pour la prévention du délirium? Je n'ai pas trouvé de grosses études depuis les dernières recommandations sur la prise en charge hémodynamique chez le sujet âgé. Donc, il nous dit qu'il n'y a pas d'intérêt forcément au monitorage du débit cardiaque ou à diriger le remplissage vasculaire. Ça n'a pas d'effet sur la survie du délirium, non plus ça n'a pas d'effet sur la mortalité. Probablement qu'il faut maintenir une pression artérielle supérieure, les recommandations disent à 70% de la pression artérielle moyenne, sans qu'on ait démontré d'effet protecteur de maintenir une pression artérielle élevée, bien qu'en fait on sait que maintenir une pression artérielle basse a des conséquences, notamment sur le cerveau. C'est pour ça que ces dernières recommandations, il faut probablement traiter sans délai toute hypotension péropératoire chez le sujet âgé pour limiter ce risque de complications. Finalement, on a vu qu'en péropératoire, les différentes interventions individuelles sont assez décevantes. On n'a pas de choses qui nous permettent clairement de diminuer la survenue de délirium. Il y a des gens qui se sont posé la question de est-ce qu'en combinant les différentes interventions, on ne pourrait pas avoir un effet bénéfique sur la survenue de délirium. C'est un peu que dans cette étude va dans ce sens. C'est la première qui étudie ce concept précisément. Donc, c'est une étude qui inclut les patients de plus de 75 ans pour des chirurgies longues, qui avaient au moins une comorbidité, et avec un groupe d'intervention où ils ciblaient précisément soit une mesure de la profondeur d'anesthésie avec un BIS supérieur à 50, une ventilation protectrice et une ventilation hémodynamique avec un algorithme de remplissage du VES et une PAM supérieure à 80% de la valeur de base, avec un critère du jugement principal qui est composite, où il y a notamment le délirium. Donc, si cette étude pourrait être positive, elle pourrait ouvrir la voie à d'autres études sur le sujet, voir si une combinaison d'interventions pourrait réduire le délirium. Donc là, les inclusions étaient terminées pour cette étude, on attend encore les résultats qui devraient sortir l'année prochaine. Donc là, on a vu ce qu'on pouvait faire en préopératoire, en péropératoire. Maintenant, on va voir un peu s'il y a des choses à faire en post-opératoire. Déjà, les recommandations nous proposent quelques mesures générales. Favoriser l'orientation spatio-temporelle des malades, ça passe par leur rappeler la date, discuter avec eux de manière adaptée, limiter la iatrogénie, ça veut dire surtout peser le pour et le contre de chaque nouveau traitement que l'on souhaite introduire. Favoriser une réappréhension sensorielle, c'est surtout vrai pour les patients qui ont des défis sensoriels comme des troubles de la vision ou des troubles auditifs, ainsi que favoriser le cycle veille-sommeil, c'est surtout pour lutter contre la dette de sommeil qui peut être un facteur précipitant de délirium. Et bien sûr, dépister le délirium, rechercher un facteur précipitant et traiter une éventuelle cause. Quelle analgésie choisir en post-opératoire? Les recommandations nous proposent d'associer les paliers 1 et les paliers 2 avec une évaluation pluriquotidienne des besoins en morphinique pour qu'ils soient ajustés le plus possible à la douleur. Parce que bien sûr, la morphine trop dosée peut être un facteur de délirium, mais la douleur également. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment adapter notre traitement antalgique. Faut-il faire de l'ALR périphérique? Selon cette méta-analyse, c'est plutôt oui. C'est une méta-analyse qui s'intéresse vraiment au blocage régional des nerfs dans le cadre de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Et on voyait plutôt un effet protecteur de la réalisation de l'ALR, du coup, en plus de l'analgésie classique, dans la survenue du délirium, qui pourrait s'expliquer notamment par probablement une diminution de la consommation en morphine, ou aussi une diminution de la douleur tout simplement. Est-ce qu'on a des moyens pharmacologiques pour prévenir le délirium en post-opératoire? Là, c'est une étude qui étudiait la mélatonine, qui trouvait potentiellement un effet protecteur sur le délirium, plutôt par un effet de resynchronisation de cycle veille-sommeil, et du coup de lutte contre la dette de sommeil. Finalement, qu'est-ce qui marche le mieux? C'est un peu comme l'idée du péropératoire, c'est vraiment combiner les interventions. Ça, c'est des études qui existent, qui sont très fréquentes en gériatrie. Là, j'en ai pris une spécifiquement qui s'intéressait spécifiquement à la fracture de l'extrémité supérieure du fémur.
où en fait ils incluaient les patients en post-opératoire soit dans un groupe contrôle, soit dans un groupe expérimental, où dans le groupe expérimental il y avait une prise en charge gériatrique sur 10 grands piliers, qui étaient une hydratation correcte, assurer un bon transport d'oxygène qui passait par une pression artérielle correcte, une bonne hématocrite, une bonne oxygénation, un traitement efficace de la douleur, supprimer tout traitement inutile, la régulation du transit, adapter les apports nutritionnels, la mobilisation précoce, l'adaptation de l'environnement et la détection précoce et le traitement du délirium. Et en fait, en appliquant toute cette prise en charge médicale en plus du reste chez ces patients, on avait une vraie réduction du délirium, une incidence du délirium dans le groupe expérimental de manière significative. Ce qui pourrait nous introduire l'idée que peut-être ces patients-là bénéficieraient plus que d'autres patients gériatriques, j'entends, d'une prise en charge médicale en post-opératoire. Donc finalement, on peut revenir à notre cas clinique avec un peu tout ce qu'on a discuté. Donc notre monsieur de 84 ans, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme prise en charge anesthésique? Donc on peut lui proposer une réalisation d'un bloc fémoral dès l'admission aux urgences, la réalisation d'une rachie anesthésie avec des doses un peu diminuées, utilisation par dexméthomidine si nécessaire pour la tolérance du geste, l'insuffisance par classique par céphaloline, la noradrénaline à l'induction de la rachie anesthésique, une expansion volémique pour limiter le risque d'hypotension. Dans l'idéal, l'admission post-opératoire dans un service de gériatrie, pourquoi pas en service de chirurgie, mais il faudra avec une prise en charge médicale associée, au moins avec une équipe mobile de gériatrie, et une antalgie post-opératoire par persapolactis scanant. Je ne vais pas mis, mais les anti-inflammatoires, pourquoi pas, en respectant les contre-indications. Mais c'est même plutôt recommandé, même les anti-inflammatoires, en respectant les contre-indications, c'est-à-dire l'insuffisance rénale notamment. Donc, pour conclure, je dirais que la prise en charge optimale du délirium repose 1 sur la recherche des facteurs précipitants et d'une étiologie réversible que l'on peut traiter, le dépistage systématique avec une attention particulière chez les patients à risque, une prise en charge multidisciplinaire avec idéalement une prise en charge dans un parcours dédié. Probablement que ces patients, plus que d'autres patients gériatriques, bénéficient réellement de cette prise en charge médicale, dans le sens où la fracture d'extrémité supérieure du fémur est vraiment, pour beaucoup de ces patients, un tournant dans leur maladie avec une dégradation sur le plan cognitif et parfois aussi de l'autonomie. Donc c'est peut-être ces patients qui bénéficient le plus de cette prise en charge médicale en post-opératoire. Et idéalement, un suivi spécialisé gériatrique si la survenue d'un épisode de délirium post-opératoire venait à survenir. L'idée, c'est vraiment cette continuité entre le délirium et le déclin cognitif derrière, pouvoir le suivre pour limiter, en fait, atténuer ses conséquences et permettre le plus d'autonomie à ces patients. Voilà. Je vous remercie.